être dans le minimal, pas le minimalisme pour le minimalisme, mais quelque chose de très épuré, très fonctionnel, voilà, c'est très très dur à faire. Donc, comme on a dit précédemment, donc le web design c'est principalement donc, des outils pour des publics, d'accord, et du coup, comme on a parlé de génération, chaque public est réceptif en fonction des outils particuliers, d'accord. C'est-à-dire que si vous êtes sur une population, on va dire 40-60 ans, envoyer un mailing, voilà, c'est assez réceptif, d'accord. Si vous êtes sur une génération beaucoup plus jeune, c'est-à-dire 15-25 ans, les mailings, ou le mail en règle générale, ils l'utilisent très peu. Ils sont plus sur les réseaux sociaux. Donc, au niveau tant du format que de votre discours, vous allez formaliser les choses différentes en fonction des cibles. Je ne dis pas qu'il faut tabler à mort sur tel ou tel levier, mais en tout cas, vous devez bien penser à tous ces leviers. C'est-à-dire que si vous faites un appel au don, n'importe quoi, vous allez éventuellement faire ça dans un mailing, d'accord, bien structuré, appel au don, patati, voici nos actions, voici ce qu'on a fait, voilà ce qu'on va faire plus tard, etc., etc. Donc là, vous êtes dans une démarche vers une population très posée. Si vous êtes sur un post Facebook, d'accord, comme fait par exemple MSF, ils ont ce qu'on appelle les carousels, vous avez plusieurs vignettes qui défilent sur Facebook, je ne sais pas si vous voyez ça, les carousels. Non, si. Non, je ne vois pas le carrousel. Les carousels, c'est quand vous avez le flux Facebook comme ça, vous avez votre flux, et vous avez souvent quelques vignettes avec une flèche voilà, qui permet de faire défiler. Ça, c'est ce qu'on appelle un carrousel. Souvent, le carrousel, c'est X images, et souvent, vous avez une certaine continuité dans le discours. C'est-à-dire, c'est comme une bande dessinée presque, où vous pouvez avoir une continuité dans le discours. Et au final, vous pouvez avoir un bouton je donne ou appel au don avec le logo de la marque. Enfin, de la marque, oui, de la marque. Donc, là, vous êtes dans une autre population, en fait. Vous touchez une autre population. Vous pouvez toucher aussi la même population, mais en tout cas, vous avez une population beaucoup plus large. Voilà, au même titre que vous pouvez avoir des vidéos institutionnelles que vous avez sur des plateformes X ou Y, et vous pouvez avoir vers un outil style Snapchat qui vous permet en fait pas de modifier en fait cette vidéo, mais en tout cas de communiquer différemment par rapport à la population. Au même titre que vous pouvez avoir ce qu'on appelle une landing page, c'est-à-dire une page d'atterrissage, et vous pouvez avoir un habillage particulier sur des vidéos, ce genre de trucs. Les habillages et les displays, c'est ce qui n'est pas reçu. Donc, comme on a dit précédemment, donc parler sous forme de storytelling, voilà, présenter les actions sous forme de data vision, exprimer en one page les études de cas, donc one page c'est une seule et même page, tout le monde voit ce que c'est. Éventuellement afficher l'urgence sous forme d'emailing, qui est différente d'une newsletter, d'accord, tout le monde voit à peu près la différence. Oui. Détourner le carrousel Facebook pour faire des actions et utiliser Vine éventuellement pour percuter. Vine, vous voyez ce que c'est? Non. Vine, ça permet en fait de faire des petits... C'est lié à Twitter en fait. Ça me permet de faire des petites vidéos de 6 secondes en fait, qui tournent en boucle. Et ça permet en fait de faire de l'événement, quoi. Vous pouvez être, par exemple, dans le cas d'un salon. Alors, on n'est pas du tout sur le live comme peut être le Periscope. Mais Vine, il y a une démarche récurrente en fait, puisque ça tourne en boucle. Si vous voulez, c'est une sorte de GIF animé en vidéo, quoi. Sauf que vous avez du son, etc. Instagram fait ça depuis pas mal de temps aussi, mais le précurseur c'était Vine. Et donc ça permet en fait de créer de l'événement en fait, sans pour autant éventuellement d'avoir de notion de direct ou notion de commentaire en live, mais vous avez c'est des outils que moi j'estime assez intéressants, tant au niveau du graphique qu'au niveau du format, parce que c'est un format très contraignant. Voilà, c'est pas très bon. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité d'avoir un truc un peu plus sympa, on va dire, et puis surtout, ça touche énormément de monde, parce que Vine, c'est un outil, alors les autres outils aussi, mais en tout cas, vous avez une certaine style de population, etc. Donc, un projet, dans l'absolu, comment ça se fabrique?
Dans un premier temps, en fait, on a souvent l'idée. Alors l'idée, c'est lié à ce qu'on appelle le cahier des charges, mais ça peut être aussi une simple idée, en fait, ou un besoin particulier au sein même d'une idée. De là, donc, on va formuler des choses et on va créer ce qu'on appelle au niveau du design, d'accord? Mais même vous, en tant que commanditaire, vous pouvez décréter de faire ce qu'on appelle les wireframes. Donc les wireframes, c'est ce qu'on appelle des zonings. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Pas du tout. Alors, les wireframes ou les zonings, c'est une représentation filaire des maquettes. D'accord? Ça permet en fait, si je dois schématiser un wireframe, si je fais, vous voyez au fond? Ouais. Si je crée un écran comme ça, je vais dire que là, j'ai mon logo, d'accord? Là, j'ai éventuellement un menu burger, ok? Là, je peux avoir un visuel HD en T tiers, éventuellement avec une accroche et une définition en dessous, d'accord? Là, je vais avoir un contenu grand titre, date, etc. et du contenu spécifique, etc. Je vais avoir un module lire la suite, je vais avoir un module partagé, etc. D'accord? Tout ça, en fait, ça permet en fait de voir la représentation ergonomique en fait du site et voir si c'est bien pensé, si c'est bien construit. Voilà. Et après, éventuellement, on commence les maquettes graphiques. Comment dire, les wireframes sont excessivement utiles, d'accord, parce que ça permet de se focaliser sur le fond et pas spécialement sur la forme. C'est-à-dire que, par expérience, quand on fait des maquettes avant les wireframes, le risque c'est que la personne dise « Ah ouais, c'est très sympa, mais j'aime pas le bleu » et vous avez mis 80% de bleu dans vos maquettes. Quand vous êtes sur du wireframe, vous êtes véritablement sur la structure du site. Donc vous faites abstraction de tout l'aspect graphique, goût de l'un, goût de l'autre, etc. On est vraiment sur est-ce que ça peut transformer, est-ce que ça c'est cohérent, est-ce que ça, etc., etc. Donc on est vraiment sur quelque chose de très sobre et on fait énormément d'écrans wireframe, tous les écrans, on va dire, nécessaires et importants dans la structure du site, ou la structure du module. Le landing page, dans l'absolu, c'est qu'une seule et même page. Donc landing page, c'est ce qu'on appelle une page d'atterrissage, d'accord, qui permet en fait d'aller directement au sein d'un besoin, d'amener l'internaute directement sur cette page. Alors il y a plein de secteurs d'activité qui utilisent ça, c'est-à-dire l'immobilier, par exemple, quand ils lancent des nouveaux programmes immobiliers, vous atterrissez sur une landing page, ils vous présentent la belle photo, etc. et un formulaire qui vous permet d'accéder. Les sociétés de voitures, pareil, toutes les marques de voitures font ça, comme certains nouveaux modèles, etc. Mais ce n'est pas lié à des secteurs particuliers. Eux utilisent énormément ça parce que c'est bien cette démarche en fait, commerciale de ces secteurs d'activité, et la landing page peut s'adresser à tout le secteur. Donc, en tout cas, même dans le cadre d'une landing page, vous pouvez et vous devez faire un wireframe pour voir à la fois dans une discussion si tout le monde est d'accord, et ça vous permet après, quand vous allez voir un prospect, un sous-traitant, de lui présenter le wireframe et lui dire, bon ben voilà, est-ce que vous êtes capable de faire ça? On a pensé à ça, peut-être que lui va se dire, peut-être qu'il faudrait plutôt bouger le bouton à droite, à gauche, etc. Vous serez dans l'ajustement, mais en tout cas, vous aurez en plus rationalisé votre idée. Et puis ça permet d'avoir un support, c'est-à-dire que si vous concevez le wireframe en mars et le projet tombe en désuétude pendant 3 mois et après il ressort après, vous avez quand même une trace graphique où il n'y a pas besoin de lire 15 lignes pour pouvoir comprendre éventuellement ce que vous avez voulu faire ou vous avez voulu dire. Donc il faut être dans quelque chose de systématique. Et après on fait ce qu'on appelle les maquettes. Donc les maquettes se font principalement dans un outil qui s'appelle Adobe Photoshop. Vous devez connaître, je pense, de nom. Vous l'avez déjà vu? Non, non, je ne sais pas. Donc voilà, on fait des maquettes en résolution écran, c'est-à-dire 72 dpi, en RGB, voilà. Et puis dans des formats bien spécifiques. On utilise ce qu'on appelle une grille. Voilà. Alors la grille, ça permet justement, pour cette notion de responsive, de pouvoir adapter les blocs en fonction d'eux. Parce qu'en fait, une maquette se fait en version desktop, mais aussi en version mobile et aussi en version tablette. Voilà. Donc on fait
souvent les 3 terminaux. Et donc du coup, ça permet après de pouvoir à la fois présenter quelque chose de propre, on se base sur les wireframes et on se base sur la contrainte technique. C'est-à-dire que si vous utilisez au sein même de vos maquettes des typos, vous devez utiliser des typos, vous ne pouvez pas utiliser de l'Helvetica, vous ne pouvez pas utiliser de la Futura ou ce genre de choses. D'accord? Parce que si vous utilisez de la Futura, ça veut dire que la police de Futura, la valise de Futura soit posée sur le serveur, et que voilà. Et Futura va vous appeler, va vous dire, vous nous devez 400 $, parce que vous n'avez pas payé la police. Donc, vaut mieux être... le web, c'est très sympa, mais ça peut être très dangereux aussi, si vous faites n'importe quoi en prenant des images. Ne dites que Google Images ne sont pas des images gratuites. Je dis ça parce qu'il y a plein de clients qui me disent oui, mais j'ai vu cette image sur Google Images, est-ce qu'on peut la prendre? Non, ils n'ont pas compris qu'en fait, les images venaient du site internet et Google ne faisait que rassembler l'ensemble des images. Donc voilà, donc quand vous prenez un média quel qu'il soit, quand vous prenez une ressource quelle qu'il soit, pensez bien qu'il y a des droits derrière. Je vous dis ça parce que moi ça m'est arrivé et j'ai payé des pénalités. Et ça peut monter très vite. Donc, faites bien attention à ça. Et donc, quand vous utilisez une police, si vous voulez utiliser une police spécifique, d'accord, vous pouvez utiliser Google Fonts, vous pouvez tout à fait les télécharger sur votre disque dur et les utiliser dans le cadre de votre maquette. Mais ça veut dire qu'après, quand vous rentrez dans le cadre d'un développement, etc., il faut bien spécifier au développeur de prendre la Google Font, slash, etc., et d'aller la chercher via le code. Mais il faut que vous soyez un peu cartésien dans ce que vous faites, parce que autrement, il peut y avoir des... Moi, j'ai mis une fois une photo Getty Images qui n'était pas en libre de droit, mais qui était en droit géré. Vous voyez la différence? Libre de droit, en fait, vous payez une photo. Je dis n'importe quoi, vous allez sur le site Getty, vous allez payer une photo 100 €. D'accord? La photo, elle vous appartient, et vous l'utilisez où vous voulez. D'accord? Sauf que j'ai utilisé une image en droit géré. Droit géré, en fait, il y a énormément de contraintes. Vous êtes contraint dans le temps, vous êtes contraint sur le support, et vous êtes contraint là où vous mettez la photo. C'est-à-dire que si vous la mettez sur une home page d'un site internet et une page intérieure, ça n'aura pas le même prix. Sauf qu'elle était sur la page que chez Getty, ils ont des robots qui scannent l'ensemble du site. Et donc, du coup, ils ont vu que la photo n'avait pas été... Mais je n'ai pas fait attention. Et donc, le coût, c'est à peu près 500 € de pénalité, plus prix de la photo, 200 €. Donc, faites attention. Quand je dis ça peut monter très vite, c'est vrai que ça peut monter assez vite. Donc voilà, chaque média, chaque contenu a des droits. Et il faut tenir compte de tout ça. Et au final, on fait ce qu'on appelle une UI. Voilà, donc il y a 2 grands termes actuellement qui sont designer, UI, UX, donc interface utilisateur, expérience utilisateur. Donc l'interface utilisateur, en fait, c'est la charte. D'accord? C'est là où vous convenez que tel bouton aura tel aspect, que tel typo aura tel aspect, que le formulaire, quand je l'ouvre, il aura tel aspect, etc., etc., quel champ aura tel aspect, un champ obligatoire sera comme ça, etc., etc. Tous les petits icônes qu'on peut retrouver sur le site ou sur la page événement, etc. Et donc ça permet aux développeurs de se retrouver avec quelque chose d'assez pragmatique et de pouvoir se servir de ça pour développer. Parce que vous allez présenter les maquettes, certes, pour bien comprendre le fil de l'histoire et la structure et les différents templates possibles et imaginables, mais souvent le développeur va se référer à un certain nombre de gabarits de pages, mais il va se référer surtout à ça pour voir voilà, quels sont les comportements. Parce que le principe même d'un site internet, c'est qu'en fait on ne fait pas tous les écrans. On fait ce qu'on appelle les écrans principaux. Souvent c'est une page produit, une home page, une page catégorie, etc. Mais on ne fait pas l'ensemble des écrans, parce que ça prendrait trop de temps, et donc ça coûterait trop d'argent pour le commanditaire. Donc on fait un certain nombre de maquettes qu'on détermine, les maquettes les plus importantes en fait, les plus spécifiques par rapport au projet, et on associe ça à une charte, donc l'interface utilisateur, qui permet en fait de regrouper dans un seul et même endroit tous les comportements différents. Donc comportement de bouton, mais aussi feuille de style, c'est-à-dire les H1 jusqu'à H6, etc. Des questions?
pour notre prestataire, on fait les différents templates en wireframe, en fait, nous, on les prépare. Alors, vous, ou pas, Oui. en tout cas, ce qui est pas mal en fait, parce que vous avez des outils en ligne qui sont gratuits, style Mockup, etc. Parce qu'en fait, ça s'appelle aussi des Mockup. Donc vous avez des logiciels en ligne, voilà, gratuits. Alors vous en avez des payants qui sont très très bien, qui sont payants. Mais en tout cas, ça vous permet, vous, en fait, à mon sens, c'est une bonne démarche de le faire vous-même. Même si au final, peut-être que le prestataire en fera aussi, en sorte de contre-offensive de ce que vous avez proposé, mais en tout cas, ça vous permet de structurer votre idée, d'accord. Et puis, à mon sens, c'est un bon moyen d'atelier, en fait, de conversation autour d'une même problématique, autour d'un atelier. Donc, faites-le. C'est un exercice assez intéressant à faire. Et à mon sens, c'est beaucoup plus explicite qu'un Word qui fait 2 pages ou qu'un PowerPoint qui fait 15 slides. Voilà. Parce que là, vous êtes vraiment sur la logique même. Et ça vous permet en plus après d'annoter, etc., de réajuster, de faire des versions, etc. Et d'arriver à quelque chose au final, assez bien. Et puisque vous êtes dans le monde associatif, je pense, vous avez des moyens qui sont quand même un peu plus réduits. Voilà. C'est quand même un coût que vous allez, alors je me tire un peu de balle dans le pied, mais en tout cas, c'est un coût que vous allez internaliser, et donc du coup, qui sera moindre. Et puis même, vous, en tant que personne, ça vous permet aussi d'évoluer quelque part vers comment j'arrive à formaliser mon idée sous forme d'outils web. Et dans le cahier des charges que l'on fait pour le prestataire, on peut dire je veux que vous travaillez sur les wireframes, je veux que... C'est quelque chose qui se négocie, ça, si on ne faisait pas nous-mêmes? Qui s'achète? Oui, du coup. Ah oui, tout à dans fait. notre cahier des charges, on dit au prestataire, on veut que vous nous passiez... Alors vous pouvez déterminer que dans votre cahier des charges, vous estimiez qu'il y a un certain nombre d'étapes. Et vous voulez que vous, en tout cas vous allez toujours fournir quelque chose. Vous allez fournir un cahier des charges, une arbo, quelque chose. Parce que en fait, voilà. Et après, vous pouvez dire au prestataire, pardon, on voudrait un 10 wireframes sur l'ensemble du site. Comme ça nous permet de réfléchir et de parler ensemble avant de commencer la maquette. Parce qu'en fait, c'est plus simple de corriger les wireframes que de corriger les maquettes. Et comme c'est plus simple, c'est moins coûteux. Voilà. Parce qu'autrement, si vous faites 15 maquettes, 15 versions de maquettes, ce qui arrive parfois, au bout d'un moment, le prestataire va dire hop, on arrête là, on va faire un avenant. Ce qui est normal, ce qui est dans la logique. Alors que des wireframes, si vous voulez, vous faites pas. Alors je dis pas que le spécialiste des wireframes est moins intelligent ou plus intelligent qu'un graphiste, c'est pas ça. Mais en tout cas, le temps de fabrication, pas le temps de réflexion, mais le temps de fabrication est beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus simple. Alors là, je pense que je vais mettre plein de gens à dos. Mais en tout cas, voilà. Moi, je fais aussi des wireframes. Ça m'arrive, voilà. Même je fais des wireframes à la main, juste comme ça, pas pour le plaisir, mais en tout cas pour structurer mon idée. Et puis quand je travaille sur différents dossiers, c'est bien aussi d'avoir quelque chose sur lequel m'appuyer. Autrement, j'ai des écritures à la main, façon syndrome du téléphone, où vous écrivez et en même temps vous dessinez une fleur à côté. Donc, de structurer en fait votre idée sous la forme d'un wireframe, ça permet en fait d'à la fois d'échanger avec vos équipes, d'échanger avec le prestataire, de pouvoir faire des retours facilement, et puis d'avoir une communication simple. C'est-à-dire qu'on est sur le fonctionnel, on n'est pas sur est-ce que c'est beau, est-ce que la photo elle est bien, est-ce que machin. Ça, à la limite, c'est pas que c'est secondaire, mais c'est un autre module. Donc, segmenter un chantier, ça évite d'avoir des écueils après. Il vaut mieux perdre, entre guillemets, un peu de temps en amont, de réflexion, et après, aller plus vite sur le maquettage. Plutôt que faire l'inverse, c'est-à-dire je veux tout de suite voir quelque chose. Alors là, honnêtement, il y a plein de clients qui veulent voir, et ça se comprend, ils veulent voir parce qu'ils ont payé, ils veulent voir la maquette. Voilà. Sauf que, voilà, ils voient une maquette, ah, elle est bien, mais en même temps, je voyais ça, puis paf, et puis après, on revient en arrière, puis après, on revient en avant, voilà. Et du coup, tout le monde s'agace, tout le monde s'épuise, et on finit dans l'effet divers. Est-ce que vous auriez des noms de logiciels gratuits, justement, qui est là? C'est Mockup.
Mockup.com. Alors ça s'écrit M-O-C-K-I-P-S, je crois. Mockup.com. Et donc c'est un logiciel, alors il y en a un qui est super bien, qui s'appelle Axure, mais il est payant. Donc ça c'est un super logiciel parce que vraiment vous pouvez faire des interactions. Vous avez l'arborescence, vraiment c'est un super outil, mais il est payant. Voilà, ça rend des bons outils, hein, c'est payant. Mais bon, si vous êtes une grosse assos ou je sais pas quoi, et vous avez plein de projets multimédia en règle générale, voilà, vous pouvez tout à fait négocier entre guillemets l'achat d'une licence ou ce genre de choses. Mais bon, vous avez une version bêta, je crois, peut-être, donc vous pouvez tout à fait vous inscrire et tester, voir comment ça marche. En tout cas, pour avoir cette démarche. Parce que vous avez vraiment toutes les interactions, vous avez le menu déroulant, vous avez tout, quoi. Donc c'est vachement... Et du coup, ça permet de scénariser la pensée, quoi. Et un bon scénario, c'est quand même pas mal. Voilà. Parce que des mauvais films super bien faits, il y en a plein. Et des bons films avec un bon scénario, c'est plus compliqué. Bah, c'est un peu pareil. Donc voilà. Donc un atelier pour comprendre, concevoir pour mettre en avant un produit. Voilà. Donc il y a tout ce qu'on appelle les formats d'écran. Donc par exemple un iPad c'est 1024 par 638. Voilà. Un mobile c'est 320 par 480, voire le double, 640 par 640 oui, par 960. Voilà. Quand on est sur du version, ce qu'on appelle desktop, soit on fait du 960, du 980, du 1024, du 1200, etc. Vous pouvez taper très large. Donc à chaque fois, on parle en largeur. Okay, parce que la hauteur sur le web n'est pas hyper contraignante. Parce que les gens sont habitués, justement avec le mobile, à scroller, à utiliser l'ascenseur facilement. Mais on peut tout à fait... par contre, la largeur est bien déterminante parce que on est quand même lié à des écrans. Et le web, la contrainte du web, c'est qu'on a une multitude d'écrans, une multitude de formes. Donc c'est très très compliqué à ce niveau-là. Donc on a vu la landing page. Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave. On a vu la landing page et donc on a vu le storytelling. Donc l'écran suivant, là, je vous ai juste donné un outil qui s'appelle besttoolsfloor.com. Voilà. Donc c'est plein d'outils en fait qui peuvent être utiles sur le web, sur différents secteurs, c'est-à-dire design, productive, business, photographie, typo, etc., finance, management. Donc il y a des produits qui sont payants et d'autres qui sont gratuits, puis il y en a d'autres qui sont gratuits sur cette interversion et payants si vous passez au stade premium. Mais en tout cas, ça vous permet de voir l'ensemble des outils possibles et imaginables. D'accord. Donc là, j'ai mis ça sur l'onglet favori, mais bon voilà. Vous avez, justement, dans photographie, vous avez plein de banques d'images, de sites de banques d'images gratuites. Alors, c'est des images très connotées, hein, très joie de vivre, etc. Très citadine, très californienne, mais en tout cas, vous avez la possibilité d'accéder à pas mal de banques d'images, même si au final, vous n'allez peut-être pas les utiliser, mais en tout cas, ça permet de vous sourcer, de vous donner des idées, etc. Et puis, vous avez d'autres outils qui sont un peu plus spécifiques ou un peu plus techniques. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir l'ensemble des choses. Alors, je dis pas, c'est très exhaustif, hein, c'est pas... Vous verrez bien, peut-être vous y trouverez rien pour vous faire plaisir, et tant pis. Mais ça peut être pas mal. En tout cas, ça peut vous servir. Voilà. C'est-à-dire que si, par exemple, dans le cadre d'une sous-traitance, d'une commandité, X ou Y projet, vous pouvez tout à fait aller dans photographie ou typographie et faire, voilà, nous, ce qu'on voudrait, c'est utiliser tel style de photo, tel style de typo, rassembler ça dans une sorte de cahier des charges, sans être trop dire on veut ci, on veut ça, parce que ça peut être assez mal interprété aussi, voilà. Mais en tout cas, ça permet en tout cas de rationaliser les choses et puis de proposer quelque chose de global sans être totalement fermé. Autre outil qui est lui gratuit, donc profitez-en.
qui s'appelle specfox.com. C'est un outil en fait qui permet de faire une sorte de suivi de projet en fait. Moi j'utilise un peu. Ça permet en fait de mettre en un seul et même endroit en fait les différents écrans clés. Donc ça peut être par exemple même des wireframes, d'accord. Vous uploadez des JPEG, des PNG, ce que vous voulez. De pouvoir pour chaque page, en fait c'est comme un PowerPoint si vous voulez, au lieu de vous mettez des commentaires, etc. Sauf que PowerPoint c'est souvent à mon sens hyper lourd. Voilà. Souvent on utilise PowerPoint, une sorte de grosse machine qui va générer un PowerPoint qui va faire 30 mégas alors qu'en fait il y a 3 screenshots dedans. Donc du coup, cet outil-là, ça permet en fait à la fois d'avoir l'ensemble des écrans, de pouvoir les commenter. Vous pouvez même inviter des gens à sourcer éventuellement les commentaires sur chaque écran et éventuellement juste être spectateur, spectateur en fait de ce que vous faites, et vous générez directement un PDF dessus. Donc ça permet voilà, d'avoir une sorte de compte rendu ou de suivi de projet. Voilà. C'est un outil, alors ça paraît bateau comme outil, mais je trouve qu'il est assez simple. En plus, vous pouvez créer des zonings, des sortes de zones en fait sur l'écran, dire que là, ça correspond, voilà, vous pouvez donner des chiffres, etc. etc. Donc c'est assez bien fait à ce niveau-là. Et c'est gratuit. Donc voilà. Et là, il manque un écran normalement. Il y a quoi après? Non, j'y suis. Et t'avais un écran supplémentaire? Bah ouais, j'avais un écran pour l'atelier, mais je les appelle. C'est pas celui-là? Non. Si, c'est celui-là. Ok, il était avant les deux. Il était avant. Est-ce que vous avez des questions? Question. Est-ce que vous voulez faire une pause?